Bonjour à tous, petite vidéo pour discuter de Derrick Lewis contre Cyril Gane. Alors oui, je sais, c'est blindé à l'avance. La raison pour laquelle je le fais, c'est tout simplement parce que le combat aura lieu le 7 août, qui est fort à l'approche du jour où je deviendrai papa. Et donc, je pourrais probablement pas analyser ça en temps voulu. Donc je le fais beaucoup à l'avance, et puis c'est un combat qui fait débat, on m'a déjà demandé de l'analyser. On n'a pas d'UFC ce week-end, ça me laisse le temps de le faire. Et donc voilà. Avant de commencer, je vais t'inviter, si ce n'est pas déjà le cas, à supporter la chaîne gratuitement en t'abonnant. Si c'est déjà le cas, merci. Et dans ce cas-là, je t'invite à mettre ton pronostic sur ce combat en commentaire. Comme ça c'est fait, maintenant je te laisse tranquille, je fais mon blabla. Premier point que je veux discuter, sur lequel je veux discuter maintenant, c'est le débat par rapport au fait que ce combat est pour la ceinture intérim chez les poids lourds, alors que Francis Ngannou est champion depuis seulement 3-4 mois. C'est extrêmement rare, j'avoue, j'ai pas fait mes recherches parce que c'est pas mon rôle de débattre là-dessus, mais c'est rare d'avoir un combat pour une ceinture intérimaire quand le champion n'est pas blessé et que quand le champion a combattu il y a si peu de temps. Alors, pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, ce n'est pas sur cette chaîne qu'on lance des débats, mais je voulais quand même en discuter parce que justement, pour moi, il y a trop de discussions à ce propos-là. Euh, je vois pas en fait, je vois pas pourquoi il y a débat. Il y a pas matière à débattre par rapport à ça. Certes, c'est peut-être chiant par rapport à Francis Ngannou, c'est peut-être un manque de respect de la part de l'UFC. Je pense d'ailleurs que la décision derrière ça, c'est pour mettre un coup de pression au manager de Ngannou. J'en sais rien. Tout ça, ce sont des spéculations. Au final, Ngannou aura toujours sa ceinture. Ça restera le champion poids lourd de l'UFC. Alors normalement, on dit undisputed. Quand Bruce Buffer présente en champion, il va utiliser le mot undisputed champion quand il n'y a pas de ceinture intérim. Donc la prochaine fois que Francis va combattre, la seule différence pour lui, c'est qu'il sera présenté comme UFC Champion et pas comme UFC Undisputed Champion. Si on met l'ego de côté, ça change absolument rien. Le point positif, parce que on me connaît, j'aime beaucoup voir les points positifs, ça assure, et encore, je vais dire normalement, parce que l'UFC a déjà fait, on en a vu de toutes les couleurs avec l'UFC. Normalement, le vainqueur entre Derrick Lewis et Cyril Gane sera champion intérim, ça c'est sûr. Et normalement, on fait champion contre champion intérim. Donc on sait maintenant que la division est un peu plus claire parce qu'on se posait beaucoup de questions avec Lewis qui devait combattre contre Ngannou, Gane qui mérite son title shot, John Jones qui est monté de division, Stipe Miocic qui veut obtenir sa trilogie contre Ngannou. On ne savait pas trop dans quelle direction ça allait aller. Maintenant, avec ce combat, on ose espérer qu'on a un peu de clarté et que le vainqueur entre Lewis et Gane rencontrera Francis Ngannou. Après, comme je dis, l'UFC pourrait très bien mettre John Jones dessus en mettant enfin l'argent que John Jones demande, ce qui m'étonnerait vraiment. Bref, du coup pour moi c'est ça que je dis, il n'y a pas vraiment de débat, oui c'est peut-être un peu en manque de respect envers Ngannou, mais qu'est-ce que ça change pour lui au final qu'il soit champion et qu'on lui dise il y a un number one contender que tu dois affronter, ou qu'on te dise t'es le champion et ton number one contender c'est le champion intérim. Il y a toujours dans toutes les promotions de l'UFC, dans tous les countdowns, dans toutes les interviews, quand il y a un champion contre un champion intérim, le champion va toujours dire c'est pas le vrai champion, c'est une ceinture en carton. Voilà. On s'arrête là. Bref, j'ai assez discuté de ça maintenant. Avant de passer sur l'analyse Lewis contre Cyril, qui est très simple à faire en fait, je vais d'abord revenir sur la performance de Cyril contre Volkov, puisque en général les dimanches qui suivent les événements, je fais une vidéo assez analytique et cette fois-ci, en toute transparence avec vous, j'avais commenté 4 événements pour Eleven Sports sur 3 soirs. Les 3 Cage Warriors. Le 3e Cage Warriors c'était en après-midi et 2 heures après je commentais l'UFC. Autant vous dire que le dimanche j'étais pas très frais et donc à la place j'ai upload une vidéo que j'avais faite de moi en train de commenter le combat pour Eleven Sports et ça a eu des retours super positifs, donc merci pour les retours positifs, je vais faire ça davantage.
Alors, retour sur la performance contre Alexander Volkov. Je vais d'abord commencer par dire, j'ai encore vu beaucoup de critiques et autant les critiques après la victoire de Cyril contre Rozenstruik, j'étais surpris, mais je pouvais comprendre dans le sens où pour moi sa performance, et j'en avais parlé dans une vidéo, dans la vidéo juste après le combat en fait, j'avais vraiment vanté la performance de Cyril parce qu'elle était mature, intelligente et c'était clairement un masterclass stratégique. Donc je crédibilisais complètement la victoire de Cyril et de son coin, à savoir Fernand Lopez. Je pouvais concevoir que certains les critiquaient parce que c'était un combat avec un faible volume de jeu. C'est vrai qu'il n'y avait pas beaucoup de output, chose que les fans aiment bien. Mais qui sommes-nous pour critiquer quelqu'un chez les poids lourds qui rencontre des gars qui n'ont pas des poings à la place des mains, mais des kettlebells à la place des mains, de faire une performance intelligente? On ne peut pas critiquer ça. On n'est pas en mesure de le faire. Donc ça, c'est la première chose. Je pouvais concevoir parce qu'il y avait un low input. Mais maintenant, j'ai de nouveau vu des retours négatifs par rapport à la performance de Cyril contre Volkov. Et celle-ci, je ne conçois pas. Parce que, ok, encore une fois, on est chez les poids lourds, on s'attend peut-être à des KO, on s'attend peut-être à des moments dingues. Mais là, il y avait de l'output. Donc, Cyril a été plus actif. Volkov, Cyril était à 8-0 avant le combat. 8 victoires, 0 défaites en MMA. Et il a commencé le MMA il n'y a pas longtemps. Volkov était à 33 victoires, 8 défaites. Il y avait une différence d'expérience énormissime. On ne l'a pas du tout senti. Cyril a eu un jeu ultra mature, ultra bien réfléchi et un game plan super bien appliqué. J'ai le palmarès de Volkov ici, et juste pour faire une idée. Depuis que Volkov est à l'UFC, c'était sa 3e défaite. Sa première défaite à l'UFC, c'était contre Derrick Lewis. Et je vais y revenir dans mon analyse après. Contre Derrick Lewis, il dominait de A à Z et il s'est fait surprendre. Il restait 11 secondes dans le combat. Un moment d'inattention, il s'est fait surprendre. Mais au-delà de ça, il dominait. Sa 2e défaite, c'était contre Curtis Blades. Alors là, oui, il s'est fait dominer, mais il s'est fait dominer par un lutteur qui l'a amené au sol 14 fois sur 15 minutes. C'est la première fois dans la carrière UFC de Volkov, qui commence à être assez grande. C'est depuis 2016 qu'il y est. À l'époque, il était à 27,6. Maintenant, il est à 33,9. C'est la première fois qu'on voit Alexander Volkov se faire dominer comme ça, debout, par le petit français Cyril Gane, qui faisait son 9e combat professionnel en MMA. C'est juste incroyable. Certains pourraient spéculer, alors je vais faire l'avocat du diable, clairement, certains pourraient spéculer en disant « je crois que Volkov était malade, il n'a pas performé comme d'habitude ». Alors j'insiste sur le mot, c'est de la spéculation. Moi, ce que j'ai vu, c'est un Cyril Gane qui est venu, qui a imposé son jeu, et qui a tellement bien imposé son jeu qu'il a nullifié celui de Volkov qu'on n'a plus reconnu du coup. Un peu comme Israël Adesanya avait complètement nullifié le jeu de Paulo Costa. Et donc, pour ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps, on le sait, je déteste trouver des excuses aux perdants. J'adore crédibiliser et souligner la victoire de celui qui remporte le combat. Ici, honnêtement, c'est une incroyable performance de Cyril. Il a un style... Et encore une fois, je ne sais pas à quoi les gens s'attendent en fait. C'est surtout ça. On connaît Cyril, on sait qu'il a un jeu... On le décrit tout le temps, et c'est une grande qualité, on le décrit tout le temps comme un lightweight en heavyweight. Il se déplace comme un lightweight, il a un jeu de jambes juste... Il a le meilleur jeu de jambes chez les poids lourds. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas quelqu'un qui va chercher la frappe dure à tout prix et mettre le one punch knockout. Il va chercher à poser son jeu, à dominer, et puis si une ouverture est là, il la prend. Je vais rappeler, 3 soumissions, 3 KO, 3 décisions. C'est bien réparti. Donc, je sais pas à quoi les gens s'attendent d'un mec qui a 9-0 à l'UFC, qui est dans le top du classement. J'ai pas pour souvenir d'avoir beaucoup d'exemples de mecs qui sont en dessous des 10 combats professionnels et qui combattent pour une ceinture intérim à l'UFC. Alors oui, chez les poids lourds, ça va plus vite, il y a moins de combattants. Bref. Incroyable performance. 50-45, 50-45, 49-46, je pense. Ça en dit super long.
Il a dominé le combat, il a dominé le rythme, il a géré le rythme de A à Z, il a géré la direction du combat de A à Z, il a tenté de les amener au sol. Volkov a une défense sans surprise au top par rapport à ça, donc il a dû s'imposer debout, qui est aussi le domaine de prédilection de Volkov, et il a complètement cassé le rythme de ce dernier. Beaucoup de feintes, des vraies feintes d'attaque, des feintes avec ses déplacements, toujours le contrôle du centre, défensivement en place. Il a trouvé des belles ouvertures, il a varié son jeu. Je vais prendre round par round, tête, corps, jambes qui touchent, pas les frappes envoyées. Je vais juste mettre celles qui touchent. Premier round, 7 à la tête, 2 au corps, 7 aux jambes. Deuxième round, 6 à la tête, 7 au corps, 11 aux jambes. Troisième round, 19 à la tête, 11 au corps, 12 aux jambes. Quatrième round, 15 à la tête, 9 au corps, 5 aux jambes. Le volume était encore là. Dernier round, 13 à la tête, 6 au corps, 5 aux jambes. 64 frappes envoyées dans le cinquième round, 24 qui touchent chez les poids lourds. C'est beau. Il a une variété de jeux, il a travaillé sur les 3 niveaux. Il a travaillé en contre, il a travaillé en initiation, il a de temps en temps mis plus la pression, augmenté le volume sur 30 secondes, puis il a rediminué le volume. Il avait toujours la main mise sur le rythme du combat. L'intensité du combat, c'est lui qui a géré ça de A à Z. Faire ça contre Volkov, je vais encore le répéter une fois, incroyable, incroyable performance. Ok, on va passer à l'analyse de Cyril Gane contre Derrick Lewis. Avant ça, une courte pub. Donc, c'est très simple, je ne vais pas vous mentir, je choisis d'analyser ce combat bien à l'avance pour anticiper mon départ de congé parental, parce qu'aussi il est facile à préparer, j'ai pas besoin de faire 1000 recherches. Quand je dis facile à préparer, c'est absolument pas pour manquer de respect à quiconque, c'est juste que avec Derrick Lewis, on sait à quoi s'attendre, et maintenant avec Cyril Gane, on sait dans quelle dynamique de combat il veut rentrer, et dans ce combat-là particulièrement. Alors moi, ce qui me fait peur, c'est qu'avec une victoire, il risque à nouveau de se faire critiquer, parce que clairement, il va se retrouver dans une stratégie, dans un game plan, selon moi, similaire à ses 2 derniers combats, comme contre Jairzinho et comme contre Volkov. C'est-à-dire qu'il est face à quelqu'un d'encore plus dangereux, en termes de finalisation, que ses 2 précédents adversaires. Il est face à quelqu'un qui a un volume de jeu encore plus bas que celui de Jairzinho. Et il est face à quelqu'un qui est encore plus dans l'attente du bon moment que Jairzinho. Et en plus de ça, il est face à quelqu'un qui n'a même pas besoin d'une demi-ouverture. Il a besoin d'un quart d'ouverture pour venir chercher la finalisation. Le nombre de fois où Derrick Lewis, on le voyait s'engager vers une défaite à la décision et qu'il est revenu out of nowhere, je vais aller regarder son palmarès, tiens. On va un peu se remémorer la carrière de Derrick Lewis, comme ça. La carrière récente, on va dire. Ses 4 derniers combats sont 4 victoires contre Ivanov, contre Latifi, contre Oleinik et contre Curtis Blades. Je vais reprendre plutôt des vrais exemples qui vont soutenir ce que je veux dire. Curtis Blades, il était bien engagé dans le combat, mais il a perdu clairement le premier round. Deuxième round, tentative de takedown de Curtis Blades, excellent timing de Derrick Lewis. J'ai l'impression que c'était le 5e coup qu'il envoyait du combat. Il place le KO. Contre Oleinik, 21 secondes dans le 2e round, il explose, il le fout KO. En 2018, contre Alexander Volkov, il se fait dominer, mais dominer. Et sorti de nulle part tout à la fin, il met son KO. C'est quelqu'un qui est ultra confiant en ses capacités à être opportuniste, à finaliser très facilement, à ne pas avoir besoin de beaucoup d'ouverture. Et donc ce qui se passe, c'est souvent, ses adversaires prennent vite confiance en eux pendant le combat, parce que Lewis ne fait littéralement rien. C'est pas une exagération, c'est pas un euphémisme, il fait rien. Donc ses adversaires s'imposent dans le combat, s'installent dans le combat, commencent à dominer, et surtout Volkov, c'est ce qui s'est passé. Tiens, Derrick Lewis, c'est un punching bag, mon gars. Et puis il explose au moment où il y a un moment de focus qui skip. Bref, tout ça pour dire que Cyril
vient de prouver dans ces 2 derniers combats qui ont duré 5 rounds de 5 minutes qu'il avait un focus incroyable, qu'il était capable de faire des performances sans erreur. Et là, plus que jamais contre Derrick Lewis, il va devoir faire une performance sans la moindre erreur. Ce qui signifie, je vais l'expliquer comme ça, plus tu mets de volume, plus tu t'exposes à faire une erreur. Plus tu mets d'intensité dans le combat, plus tu laisses d'opportunités à ton adversaire de trouver son ouverture ou d'échanger. Donc plus tu crées d'échanges, plus tu engages, plus tu passes de temps à distance où ton adversaire peut te toucher. Et quelqu'un comme Derrick Lewis qui est inhumain dans le sens où il a un frame, il a un corps, une armoire à glace, on a l'impression que ce gars-là ne devrait pas être capable de sauter. Il ne devrait pas être capable d'exploser. Et pourtant, il garde son athlétisme du début à la fin. Comme je dis, contre Volkov, il restait 11 secondes dans le 3e round, dans un combat avec pas mal d'intensité. Et il a réussi à trouver l'ouverture. Et on aurait très bien pu l'imaginer trouver cette ouverture s'il y avait eu un 4e round dans le 4e round. Donc, Cyril va devoir, selon moi, encore une fois, peut-être qu'ils ont vu quelque chose que moi je n'ai pas vu. Peut-être qu'ils ont vu qu'on pouvait étouffer complètement Derrick Lewis et le mettre KO dans le 1er round. Derrick Lewis a perdu une seule fois par soumission, 4 fois par KO. Mais ouais, je pense pas que ce soit la chose la plus safe, la plus intelligente à faire. Si on veut marquer les esprits, pourquoi pas, mais comme je le dis, c'est pour la ceinture intérim. Donc maintenant, Cyril a plus besoin. Pour moi, il a prouvé. Il a prouvé qu'il méritait le title shot. Il a prouvé que c'était un vrai contender. Et évidemment, l'UFC, c'est américain, il y a des Just Bleed, alors on a toujours cet argument à la con, soyons honnêtes, qui vient, il n'a pas finalisé ses 2 derniers adversaires, il ne mérite pas le title shot. Allez les gars, on est francophone, on n'est pas américain, ayons la bonne mentalité. Bref, ici dans ce combat, une victoire suffit. Une victoire contre Derrick Lewis, peu importe la manière, c'est respectable, parce qu'on est face à un vrai danger. Et combattre contre un opportuniste en poids lourd, on n'a pas le choix. C'est annihiler son jeu. Utiliser beaucoup de feintes pour frustrer, pour fatiguer et pour surcharger l'esprit, la réflexion, le système cérébral, le système nerveux dans le cerveau d'information. C'est quelque chose que Cyril fait très bien naturellement. Comme je disais, quand je regardais les stats contre Volkov, il varie les niveaux. J'en ai déjà parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps. Si quelqu'un attaque que la tête, ça devient facile pour l'adversaire, il doit défendre que la tête. Si quelqu'un attaque que la tête et que le corps, ça devient plus compliqué. Si l'adversaire attaque la tête, le corps, les jambes, ça devient vachement compliqué à défendre. Et si en plus de ça, il s'en mêle avec des takedowns, des recherches de clinch, et des feintes, ça devient vraiment compliqué de lire le jeu de l'adversaire. Face à quelqu'un comme Derrick Lewis qui engage très peu et qui cherche le contre dur, utiliser des feintes, ça va permettre de frustrer Derrick Lewis qui va certainement feinter dans le vent, parce que je le rappelle, j'en parle beaucoup dans mon livre, j'ai fait tout un chapitre sur les feintes. Un des objectifs de la feinte, enfin je vais pas dire un des objectifs, je vais dire une des conditions pour dire qu'une feinte est parfaite, c'est le fait de ne pas se mettre en danger avec la feinte. Pourquoi ? Quand on envoie une feinte, c'est pas une attaque. On va d'office pas toucher l'adversaire. En tout cas, c'est pas l'intention. Feinter, ça n'a pas l'intention de toucher l'adversaire, ça a l'intention de faire croire qu'on veut le toucher. Si on part dans un mouvement où on sait qu'on ne veut pas toucher l'adversaire et qu'on se met à risque de se faire contrer, c'est un peu bête. D'accord. Donc, et Cyril est un très bon feinteur, donc je ne vais pas dire si, je vais dire quand Cyril va feinter, soit Derrick Lewis n'aura pas de réaction, et j'en parle souvent, pas de réaction, c'est une réaction. Si l'autre ne réagit pas sur ta feinte, t'as qu'à envoyer après le coup que tu voulais feinter. Parce que s'il ne réagit pas sur ta feinte, il va probablement pas réagir sur ton attaque et tu vas le toucher avec ton attaque. Faut pas aller très loin de temps en temps. Si Derrick Lewis réagit sur la feinte de Cyril Gane, il va frapper dans le vent parce que Cyril ne va pas se mettre à risque de se faire contrer avec sa feinte. Et quand tu frappes dans le vent une fois, et puis 2 fois, mais pas 15, et puis 3 fois, tu te frustres
tu te fatigues, et à un moment, tu vas freeze. À un moment, tu vas dire, putain, j'arrête pas de frapper dans le vent à chaque fois qu'il feinte. Donc quand il va feinter, je vais plus rien faire. Et on revient à ce que je viens de dire avant. Si tu fais rien sur la feinte, bah tu vas prendre des coups après. Je pense que c'est comme ça que Cyril va devoir, et va certainement installer son jeu. Il va devoir être focus, faire zéro erreur, être très patient, garder la main mise sur le rythme, chose qui fait toujours et chose qui n'est pas, on va dire, pas compliquée contre Derrick Lewis. J'ai pas utilisé pas compliqué, je vais plutôt dire pas plus compliqué contre Derrick Lewis que ça ne l'était contre Volkov ou contre Jairzinho. On est vraiment dans un combat où ce sera domination contre moment. C'est-à-dire que pour moi, Cyril Gane va dominer le combat, va prendre les rounds. Et là où Derrick Lewis peut, je vais pas utiliser le mot surprendre parce que j'ai vu que Derrick Lewis était léger favori dans ce combat. Mais là où Derrick Lewis peut prendre le devant, c'est sur des moments, sur des instants du combat. Sur des 1 seconde, sur des 5, 10, 20 secondes, sur des moments. Donc voilà, c'est un peu ça mon analyse du combat. Je vais juste revenir sur le fait que je pense, j'avais lu que Derrick Lewis était vraisemblablement favori dans ce combat. Est-ce logique? Est-ce illogique? Moi personnellement, je mets Gane favori dans ce combat. Mais je peux comprendre pourquoi Lewis est donné favori parce que c'est sur 5 rounds et en 25 minutes. Les oddsmakers se disent il y aura d'office un moment où Derrick va exploser, va toucher bien Cyril et ce sera la fin. Parce qu'il suffit que de ça. Donc voilà, à mon avis, ça c'est leur argument. Moi, de ce que j'ai vu des 2 derniers combats de Cyril, je me dis qu'il sera capable de refaire 25 minutes comme ça. Alors oui, pour moi, la plus haute probabilité, c'est un Cyril qui l'emporte à la décision unanime. Je ferme pas du tout la porte à une finalisation de Cyril, une soumission notamment. Peut-être même un TKO. Mais pour moi, les 2 grandes issues, les issues avec le plus de probabilité, c'est une décision de Cyril ou bien un Cyril qui a manqué un mini instant de focus et qui s'est fait malheureusement surprendre. En tout cas, la réponse, on l'aura le 7 août. D'ici là, je vous souhaite de kiffer tous les autres combats qui arrivent, notamment le week-end prochain, Conor McGregor contre Dustin Poirier 3. Ça va être très chouette. L'analyse va arriver ce week-end aussi. Probablement juste après cette vidéo. J'ai déjà été interviewé par Eleven Sports pour ça, donc j'ai mes idées en place par rapport à l'analyse. Ça va être très très fun. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'à maintenant. J'ai plus rien à dire puisque j'avais demandé de tout faire en début de vidéo. S'il manque le pouce bleu, rajoutons le pouce bleu. Et si la vidéo te fait vraiment kiffer, le partage. Et si tu n'as pas encore acheté mes livres, achète mes livres. Tout est en description en bas dans cette vidéo. Merci, ciao ciao, c'était Chris Genacht.